Ma démarche avec cette série de vidéos est clairement féministe. Je les ai commencées parce que j'ai fini par me rendre compte des années après mes études qu'en 5 ans d'histoire de l'art, je n'avais jamais étudié une artiste femme et que quand je demandais autour de moi aux gens de me citer 5 artistes femmes, la plupart en étaient totalement incapables. Donc avec cette petite série de vidéos, je veux contribuer à mon échelle à mettre en lumière le travail de ces femmes dont la mémoire a été effacée, qui est une démarche totalement féministe, mais jusque-là, je ne vous ai pas nécessairement parlé d'artistes qui se considèrent elles-mêmes comme féministes, qui revendiquent créer un art féministe. Or, l'art féministe, c'est un véritable mouvement en art, un mouvement qui est né dans les années 70 aux États-Unis et qui a énormément contribué à faire avancer la cause des femmes dans le monde de l'art et même au-delà. J'ai donc décidé de commencer cette saison 2 des vidéos du dimanche avec un petit cycle sur l'art féministe pour comprendre donc en quoi ça consiste, quelles sont les revendications, quels sont les sujets abordés par l'art féministe, quelle forme peut bien prendre un art qui se dit féministe et quel rôle il a joué dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la culture. Et bien évidemment, j'ai décidé de commencer ce petit cycle par la pionnière, la reine-mère Judy Chicago. Alors si vous connaissez cet artiste, c'est probablement pour une œuvre, une installation qui est tellement importante qu'elle a tendance à effacer tout le reste de la production de cet artiste qui aujourd'hui a 81 ans et a quand même plus de 60 ans de carrière derrière elle. Donc cette installation, c'est The Dinner Party, qui a été présentée pour la première fois en 1979 au San Francisco Museum of Art. Donc cette installation, quand on pénètre dedans, on est accueilli d'abord par une série de bannières qui sont des tapisseries qui représentent un poème écrit par Judy Chicago sur son rêve d'introduire des valeurs, une vision féminine dans le monde afin de rendre le monde finalement complet. Une fois passé ces bannières, on arrive ensuite devant l'installation en elle-même, devant The Dinner Party en elle-même, donc une immense table pour un incroyable dîner. Il s'agit en fait de 3 tables qui sont disposées de façon à former un triangle équilatéral qui est en fait un des symboles les plus anciens de la femme, mais aussi de l'égalité. Et sur chacune de ces tables, il y a 13 couverts de dressés, 13 comme le nombre de convives lors de la scène où il n'y avait pas de femmes, 13 également comme le nombre de sorcières qui forment un coven, donc un clan de sorcières, et chacune de ces places est occupée par une femme qui a marqué l'histoire. Donc la liste des femmes comme l'ensemble des détails de tous les symboles qui sont intégrés dans cette œuvre est impossible à énumérer ici, mais je dois quand même vous préciser que en fait chacune de ces femmes a une assiette devant elle, une assiette à sa place. Chaque assiette présente le même motif, donc celui d'une vulve papillon. Et chacune est dessinée spécifiquement en référence à l'identité et aux expériences de la femme à qui elle est destinée. Le chemin de table qui est sous l'assiette est également travaillé pour évoquer le contexte dans lequel a vécu chacune de ces femmes et comment elles ont marqué leur époque. Et ces chemins de table, ils représentent une variété de techniques de couture extraordinaires. Il faut savoir que plus de 400 personnes ont contribué à créer cette œuvre, qui a tout de même pris 5 ans à être réalisée entièrement. Et en plus de ces 39 femmes exceptionnelles qui sont donc autour de cette table, le centre de l'installation est occupé par ce que Judy Chicago appelle The Heritage Floor, où figurent les noms de 999 autres femmes. Et enfin, et ça a son importance, la table est entourée de panneaux où sont inscrits le nom de chacune des personnes qui a contribué à faire cette œuvre, ce qui, je trouve, est un statement particulièrement puissant. Cette œuvre, elle est souvent considérée comme l'œuvre fondatrice de l'art féministe, souvent considérée comme son chef-d'œuvre absolu. En fait, Judy Chicago croit profondément au pouvoir de l'art. Elle croit que l'art est capable de réellement changer la société, ce qui est une croyance assez rare chez les artistes dans l'époque postmoderne, mais elle pense qu'en fait, le pouvoir principal de l'art, c'est celui de la représentation. Elle part en fait du constat que les femmes qui ont marqué l'histoire ne sont représentées nulle part. Elles n'ont aucun buste à leur effigie dans l'espace public, donc dans les parcs, dans les rues. On ne retrouve jamais leur portrait dans ces Hall of Fame, dans les halls des assemblées nationales, des sénats, etc., etc., etc. Donc en fait, les femmes grandissent sans aucun modèle de femme qui a changé le monde auquel elles pourraient se référer, dans lequel elles pourraient se projeter, puisque ces rôles, ils sont uniquement incarnés par des hommes. Donc The Dinner Party, c'est une œuvre fondatrice, une œuvre extrêmement ambitieuse,
qui veut changer cet ordre des choses. C'est une œuvre généreuse qui consiste en un hommage, ou plutôt un feumage, au génie des femmes dont la mémoire a été effacée, qui vise à briser ce cycle éternel de l'effacement en inscrivant chacun de ces noms dans une œuvre qui se veut pérenne, qui veut entrer dans un musée, qui veut rester visible aux yeux de tous, qui veut marquer l'histoire de l'art en somme et empêcher définitivement que ces noms de femmes tombent de nouveau dans l'oubli. Pour nombre des femmes dont les noms figurent dans cette œuvre, surtout celles qui sont sur l'Heritage Floor, les recherches ont été extrêmement minutieuses et complexes. Leur nom n'apparaissait que dans quelques livres qui n'étaient plus édités depuis longtemps et qu'il fallait aller chercher aux quatre coins du pays ou même en Europe. Et c'était des livres qui, par ailleurs, souvent étaient consacrés aux hommes qui avaient entouré ces femmes et pas à ces femmes elles-mêmes. Et donc ces livres offraient des bribes d'informations qu'il fallait collecter dans chacun d'eux pour tenter d'écrire leur histoire. C'est aussi, et c'est important, une œuvre qui célèbre les techniques dites féminines. Donc la couture, la peinture sur porcelaine par exemple, c'est des pratiques qui n'ont jamais été considérées comme de l'art, au même titre que la peinture ou la sculpture par exemple. C'est des techniques qui ont été reléguées au mieux au rang des arts décoratifs par opposition aux beaux-arts. Judy Chicago a fait appel au savoir-faire de femmes à travers tous les États-Unis, des femmes extrêmement spécialisées, avec un savoir-faire extrêmement précis dans tel type de dentellerie, tel type de point de broderie, et cette œuvre célèbre ce savoir-faire, cette forme d'art marginalisée. Alors si aujourd'hui l'œuvre fait quasiment l'unanimité, en 1979, cette œuvre a déchaîné les passions. La pire critique est sans doute celle de Hilton Kramer, qui était critique pour le New York Times et qui rassemble, je pense, l'ensemble des choses négatives qui ont été dites partout sur The Dinner Party. Déjà, Hilton Kramer décrit l'œuvre comme des vagins sur des assiettes. Sa description de l'œuvre s'arrête là, des vagins sur des assiettes. On notera d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de vagins, mais de vulves, mais nommer correctement l'anatomie féminine ne semble pas du tout être la priorité de Kramer. Il va utiliser des mots qui sont assez édifiants pour décrire l'œuvre. Donc il va dire que c'est l'œuvre la plus ratée, la plus mauvaise qu'il ait vue depuis des années, parce qu'elle est kitsch. Et donc ça, c'est à la fois pour les matériaux, les techniques utilisées et les formes qui n'ont rien à voir avec les formes pures et l'esthétique moderne et postmoderne en vogue à cette période-là. Elle est ensuite, et ça c'est assez extraordinaire, trop obvious, donc trop évidente, et il utilise réellement ces mots, elle est trop accessible et trop didactique. Ce qui en dit long sur l'élitisme et la suffisance, à mon avis, de Hilton Kramer. Et il en conclut que du point de vue d'un homme observateur, en tout cas, l'œuvre de Judy Chicago n'est rien d'autre qu'une insulte outrageante à l'imagination féminine. Elle est arrivée véritablement comme un choc pour beaucoup de monde. Elle n'était pas du tout attendue, surtout de la part de Judy Chicago, qui était connue pour un style radicalement différent. En fait, en 79, donc au moment où elle présente The Dinner Party, Judy Chicago a déjà 20 ans de carrière derrière elle et elle a une très bonne réputation dans le milieu de l'art. En fait, dans les années 60, elle s'est illustrée comme une figure du mouvement minimaliste. Elle avait notamment été exposée aux côtés de Dan Flavin, de Donald Judd, Sol Lewitt, donc les grandes figures de ce mouvement, dans le cadre de Primary Structure, qui était donc l'exposition qui a consacré le mouvement minimaliste en 1966 au Jewish Museum. Elle avait même éliminé la couleur de son travail parce que ses professeurs à la fac lui avaient dit que en fait le lavande, le rose, le rouge qu'elle utilisait étaient tout simplement dégueulasses. Elle commençait déjà à la fin des années 60 à y revenir petit à petit. Elle faisait aussi partie de la scène californienne qui fleurissait dans les années 60 après que New York ait été le centre du monde de l'art pendant les années 50. Elle était dans la galerie la plus en vogue de Los Angeles et comme ses condisciples californiens, elle travaillait avec des nouveaux matériaux qui étaient inspirés de la car culture de Los Angeles et du surf. Donc ils utilisaient des matériaux comme de la résine, des matériaux composites qui permettaient en fait de créer des œuvres à la surface parfaitement lisse, sans aucun défaut. Judy Chicago a même fait une école de carrosserie après la fac pour apprendre à maîtriser parfaitement la peinture en spray, donc la peinture utilisée pour les voitures, pour avoir ce fini absolument parfait. Durant toutes les années 60, elle était donc hype, elle était donc valuable sur le marché de l'art. Ses œuvres correspondaient à tout ce qu'on attendait d'un artiste à l'époque, entraient dans tout le récit qui était fait de l'évolution de l'art à cette époque-là. Et puis à la fin des années 1960, elle a eu une illumination. Elle n'en pouvait plus de vivre dans ce milieu inhospitalier, uniquement entourée d'hommes, de devoir travailler 10 fois plus pour arriver
plus ou moins, un peu moins au même résultat que ses condisciples hommes. Et surtout, elle avait l'impression de se réfréner dans ce qu'elle voulait véritablement créer et de vouloir en fait absolument créer des œuvres qui allaient fit in, qui allaient correspondre aux valeurs qui avaient été édictées uniquement par des hommes, donc par les artistes, les galeristes, les critiques, les commissaires d'exposition qui l'entouraient. Et elle a décidé tout simplement que ça suffisait. Son premier geste libérateur extrêmement puissant, ça a été de se libérer de son patronyme. Judy Chicago est née Judy Cohen, puis elle s'est appelée Judy Gerowitz, du nom de son premier mari, qui est mort quand elle n'avait que 23 ans, et ça faisait seulement 2 ans qu'ils étaient mariés. Et donc à ce stade, donc en 1970, 7 ans plus tard, Judy était remariée et cette histoire de prendre le nom d'un homme n'avait plus aucun sens. Elle a donc acheté un espace publicitaire dans le meilleur magazine d'art, Art Forum, et elle a publié l'annonce suivante. Par la présente, Judy Gerowitz se défait de tous les noms qui lui ont été imposés par la domination sociale des hommes et choisit librement son propre nom, Judy Chicago. Et elle a choisi Chicago puisque c'est sa ville natale et qu'elle prenait bien garde à ne pas perdre son accent très fort de cette ville. Judy Chicago, dans sa volonté de marquer l'histoire de l'art, avait étudié tous les mécanismes nécessaires pour arriver à s'imposer dans ce milieu, pour arriver à entrer dans l'histoire de l'art, et elle avait très bien compris qu'il était absolument nécessaire d'avoir une communauté autour de soi, de faire partie d'une communauté. Donc en effet, c'est pas un hasard si Cézanne et Zola étaient amis d'enfance et qu'ils sont devenus tous les deux très célèbres. C'est pas un hasard si Modigliani, Picasso, Matisse, Braque, Apollinaire, Cocteau ont tous travaillé au bateau Lavoir et qu'ils ont tous marqué leur temps. En fait, ils sont devenus connus parce qu'ils se connaissaient, parce qu'ils s'inspiraient, parce qu'ils se soutenaient, parce qu'ils formaient une communauté. Ce sont ces boys clubs qui permettent d'arriver au sommet et Judy Chicago a essayé pendant des années de rentrer dans ce boys club avant finalement d'en claquer la porte et de créer son propre girls club, sa propre communauté. Donc à partir de 1970, elle est devenue professeure. Elle a créé le premier programme féministe, donc réservé aux femmes dans un premier temps. Elle a aussi à partir de 1972 loué une maison qui s'appelait la Woman House, qui est devenue un endroit culte où était organisé un ensemble de performances et d'installations donc, qui tournaient, uniquement réalisées par des femmes. Et véritablement aujourd'hui, cette Woman House est devenue mythique. Et elle continue aujourd'hui encore, à 81 ans, à financer, à organiser des programmes qui permettent aux artistes femmes de se réunir, de discuter, de débattre ensemble et surtout de travailler ensemble. Donc, avoir une communauté, c'est une chose, il faut aussi qu'on écrive sur vous pour qu'on se souvienne de vous. Et donc Judy Chicago, comme personne n'écrivait sur elle, a tout simplement fini par écrire elle-même ses propres textes sur l'art. Elle a notamment publié un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Through the Flower, My Struggle as a Woman Artist, en 1975. Dernière étape de tout ce travail que Judy Chicago a fait pour être certaine que son héritage allait être conservé après sa mort, qu'elle aurait sa place dans l'histoire de l'art. Elle savait qu'il fallait que ses archives restent accessibles, qu'on sache où aller chercher des informations sur elle, puisque c'est le gros problème pour beaucoup d'artistes femmes. Leurs archives ont complètement disparu et donc on ne peut pas travailler sur elles, on ne peut pas réhabiliter leur mémoire puisqu'il n'existe aucun document à consulter. Judy Chicago s'est donc assurée que ses archives seraient conservées. Elle les a offertes à Harvard, à l'université de Pennsylvanie et au National Museum for Women in the Arts qui se trouve à Washington. Elle a donc tout programmé pour que son héritage ne disparaisse pas, que son héritage ne soit pas effacé et ça prend du temps. Ce n'est pas en soi pratiquer de l'art, mais c'était absolument nécessaire puisque ce travail qui est fait par d'autres personnes pour les hommes, elle n'avait personne pour le faire à sa place. Elle a donc tout fait elle-même, tout en continuant à avoir une production d'œuvres gigantesque. Elle a donc, je vous l'ai dit, 60 ans de carrière derrière elle. Elle a créé de façon prolifique et dans tous les médiums. Donc elle a par exemple créé de gigantesques œuvres pyrotechniques qui visaient à féminiser l'atmosphère, donc avec ces fameuses couleurs que ses professeurs trouvaient dégueulasses. Elle a aussi continué à peindre, de façon abstraite le plus souvent, puisqu'elle a en fait toute une théorie selon laquelle c'est avec l'abstraction que les femmes ont enfin pu exprimer leur vision, ont enfin pu exprimer leur expérience propre dans l'art. Elle admire notamment particulièrement Hilma af Klint, mais aussi Sophie Tauber-Arp, Sonia Delaunay, Agnès Pelton, donc toutes ces pionnières de l'abstraction, qui, selon Judy Chicago, sont celles qui ont commencé à offrir au monde une vision féminine de ce que peut être l'art, ont inventé un langage qui était départi des traditions, des motifs et des techniques qui ont été imposées jusque-là, inventées et imposées par les hommes.
Elle a également réalisé des œuvres totalement figuratives, toujours évidemment avec une dimension politique, comme Power Play, qui est une série qui date des années 80, dans laquelle elle explore la construction de la masculinité et surtout ses aspects déshumanisants. Selon elle, l'interdiction qui est faite aux hommes de montrer leurs émotions, de montrer leur vulnérabilité, de pleurer, tout comme la pression qui pèse sur eux pour devoir subvenir seuls à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs femmes et enfants. Selon elle, toutes ces injonctions, toute cette pression, toutes ces interdictions à avoir accès à ces sentiments ont déshumanisé les hommes. Elles ont contribué à en faire des monstres capables d'asseoir leur domination sur tous les autres corps, femmes et enfants en premier lieu. Et Judy Chicago, en fait, à travers cette série et à travers tous ces discours, enjoint les hommes à rejoindre le combat contre le patriarcat, à lutter contre cette construction de la masculinité, à la remettre en cause, à refuser leur déshumanisation, même si ça veut dire qu'ils doivent aussi renoncer aux récompenses que leur offre ce système. Selon elle, les hommes doivent se battre pour ne plus être capables de violer, plus être capables de piller qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ils doivent véritablement faire partie du combat féministe. Elle nous rappelle que le système patriarcal est en place depuis des centaines d'années et qu'il faudra certainement des centaines d'années pour l'abroger. Il nous faut donc être patient, être courageux et tous nous unir. Cette série d'œuvres que je viens de vous montrer, donc Power Play, elle n'a pas connu de véritable écho dans les années 80, elle n'a pas eu un grand succès, mais aujourd'hui, dans la période post-MeToo, où on commence à remettre en cause justement la construction de cette masculinité, elle est vue comme visionnaire. Bon, malheureusement, je n'ai absolument pas le temps ici de vous faire un panorama de l'ensemble des 60 ans de carrière de Judy Chicago. J'ai pas non plus le temps d'aborder toutes les critiques qui lui ont été faites, notamment de la part des milieux féministes. Je dois dire quand même que pendant longtemps, j'ai été un peu gênée par The Dinner Party. En fait, avant de connaître le discours de Judy Chicago, avant de connaître le contexte dans lequel cette œuvre avait été produite, j'étais gênée par le fait que ces grandes femmes qui avaient marqué l'humanité soient réduites à leur vulve. Je sais que le corps de la femme est un grand sujet pour les féministes des années 70. C'est pas forcément ce qui me touche le plus et j'ai par ailleurs vu que cette critique donc, de l'essentialisation des femmes à leur sexe avait été faite de nombreuses fois et par ailleurs représenter les femmes par leur sexe, ça sous-entend aussi qu'il faut une vulve pour être une femme, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. Autre grande critique de la part des féministes sur l'œuvre de Judy Chicago de Dinner Party, c'est le fait que Judy Chicago veuille offrir une vision universelle de ce qu'est l'expérience d'être une femme. Elle est en fait extrêmement occidentalo-centrée et même américano-centrée. Il n'y a à cette table aucune asiatique, aucune femme issue d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Même Frida Kahlo se trouve à l'Heritage Floor, donc sur le sol. Il y a une arabe, donc la pharaon Hatshepsut, et une noire, une américaine évidemment, qui est l'abolitionniste Sojourner Truth. Et très étrangement, c'est la seule qui n'a pas de vulve dans son assiette, mais à la place, on y trouve 3 masques dont l'origine et la signification primordiale importent apparemment peu et qui sont censés représenter donc ses origines africaines. C'est un choix de motifs pour cette assiette et pour ce chemin de table qui me met moi en tout cas un petit peu mal à l'aise et qui montre en tout cas qu'il y a énormément de choses à débattre concernant The Dinner Party. Mais véritablement, il est absolument nécessaire de ne pas cancel Judy Chicago, de ne pas vouloir l'effacer, de ne pas vouloir annuler tout ce qu'elle a fait parce que son œuvre n'était pas absolument parfaite. Et puis surtout, comme le dit Judy Chicago, il est nécessaire pour les femmes de construire un héritage et il faut absolument arrêter ce cycle d'effacement complet de la mémoire des femmes qui sont venues avant nous. Il est nécessaire de construire sur notre héritage et pas de repartir à zéro à chaque nouvelle génération. Donc il n'est absolument pas question avec cette vidéo de cancel Judy Chicago, d'effacer sa mémoire. Au contraire, je pense que vous l'aurez compris, cette vidéo se veut un feumage à Judy Chicago et on abordera dans les prochains épisodes celles qui l'ont suivi, qui ont enrichi, qui ont complété sa vision. D'ici là, n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir ce genre de contenu, de me soutenir, c'est de donner de la visibilité à ce contenu. Donc n'hésitez pas à le partager et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!